Bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut impressionner un peu. Comment les pros font pour analyser une action en bourse? On a avec nous pas mal de documents, des guides, des notes, qui détaillent leurs approches. L'idée, c'est d'aller voir ce qu'il y a vraiment derrière. Comprendre ce que c'est qu'une analyse sérieuse. Quels concepts sont importants? Quels outils ils utilisent pour évaluer une boîte et savoir si ça vaut le coup d'y mettre son argent, quoi. Notre mission, si on peut dire, c'est de faire la synthèse de tout ça. Qu'est-ce qui distingue vraiment l'analyse pro d'un simple coup d'œil? C'est une excellente question. Et la première chose qui saute aux yeux dans ces documents, c'est vraiment l'importance d'avoir une méthode, une structure. On est loin de juste regarder si le cours monte ou descend. L'approche pro, en fait, elle combine différentes manières de voir les choses pour avoir une image complète, nuancée. D'accord. Il y a principalement deux grands axes qui reviennent tout le temps. L'analyse fondamentale et l'analyse technique. Fondamentale et technique, ok. L'analyse fondamentale, c'est vraiment le cœur du réacteur pour la plupart des professionnels. Elle s'intéresse à l'entreprise elle-même, sa santé financière, son potentiel. Est-ce que son business tient la route? L'objectif, c'est d'estimer ce qu'on appelle sa valeur intrinsèque. Sa valeur réelle en quelque sorte, indépendamment du marché. C'est ça, sa valeur profonde. C'est la base pour juger de la qualité sur le long terme. Et l'analyse technique, alors, elle vient faire quoi là-dedans? Alors, l'analyse technique, elle, c'est plutôt l'étude des graphiques. Les prix, les volumes d'échange. Ah oui, les courbes qu'on voit partout. Voilà. Elle cherche des tendances, des signaux, pour aider à choisir le bon moment pour acheter ou vendre. Si l'analyse fondamentale dit quoi acheter, la technique peut aider sur le quand. D'accord. Timing versus qualité intrinsèque. Exactement. Mais ce qui est clair dans nos sources, c'est que l'analyse fondamentale, c'est vraiment la priorité pour une évaluation de fond. La technique, c'est souvent un complément. Parfois même pas utilisé, ça dépend des stratégies. Bon, concentrons-nous sur la fondamentale alors. Si j'ai bien compris les documents, il y a deux volets, le qualitatif et le quantitatif. Commençons par le qualitatif. L'idée, c'est de comprendre l'entreprise avant de regarder les chiffres. Ça semble logique, mais ça veut dire quoi concrètement? Comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent, c'est ça? Le fameux business model? Précisément, c'est la base. Est-ce qu'ils vendent des produits, des services, de la pub, un abonnement? Faut piger ça. Et une fois qu'on a ça, il y a un concept qui revient tout le temps. L'avantage concurrentiel. Le MOAT, le fossé économique. Le MOAT, oui, cher à Warren Buffett. Qu'est-ce qui protège l'entreprise en gros? C'est exactement ça. Et les sources donnent plein d'exemples. Ça peut être une marque hyper forte, genre Apple, LVMH. Qui permet de vendre plus cher. Voilà. Ou des brevets dans la pharma par exemple. Les effets de réseau aussi. Plus t'as de monde sur Facebook ou Doctolib, moins on peut s'en passer. Mhm. Il y a aussi les entreprises qui ont des coûts très bas, genre Amazon ou Ryanair. Ou alors, les coûts de changement. Une fois que t'es équipé en logiciel Microsoft ou SAP dans une grosse boîte, C'est compliqué et cher de changer. c'est ça. Identifier cet avantage, ce fossé, c'est crucial. D'accord. Business model, avantage concurrentiel. Et le secteur d'activité, j'imagine que ça compte aussi. Ah bah oui, c'est fondamental. Le secteur, il est en croissance. L'IA aujourd'hui, par exemple, ou mature, voire en déclin, comme la presse papier peut-être. Oui. Non. Les barrières à l'entrée, c'est important aussi. Est-ce que n'importe qui peut débarquer demain ou est-ce qu'il faut des milliards d'investissements ou des licences? Les banques, les télécoms. Exactement. La réglementation joue beaucoup. Et bien sûr, le risque des disruptions. Est-ce qu'une nouvelle techno peut tout changer? Le streaming et la musique, c'est un bon exemple. Ok, très clair. Il y a un dernier point qualitatif qui est souvent mentionné, c'est la qualité du management. C'est un peu plus subjectif, non? Pourquoi c'est si important? Parce que même la meilleure boîte du monde, si elle est mal gérée, elle peut couler. Les sources insistent là-dessus. Il faut évaluer la compétence des dirigeants, leur intégrité. Est-ce qu'ils ont une vision? Est-ce qu'ils exécutent bien? Et leur alignement avec les actionnaires, j'ai lu ça aussi. Oui, très important. Est-ce que leurs intérêts sont les mêmes que ceux des actionnaires? Par exemple, est-ce que leur paie dépend de la performance de l'action à long terme? La transparence de la communication, une stratégie claire, tout ça, ça construit la confiance. D'accord. Donc on a une bonne idée de l'entreprise, de son potentiel, de ses risques qualitatifs. Mais bon,
Une belle histoire, ça suffit pas. Comment on vérifie que ça se traduit en chiffres solides? C'est là qu'on passe au quantitatif, j'imagine. Exactement. Le qualitatif, ça dessine le potentiel, le quantitatif, ça mesure la réalité, la performance. Et pour ça, il faut mettre les mains dans le cambouis des états financiers. Ah, les fameux états financiers. Bilan, compte de résultat. C'est ça, le bilan comptable. La photo du patrimoine à un instant T. Actifs, passifs, capitaux propres. Le compte de résultat. Le film de l'année, le chiffre d'affaires, les coûts, le bénéfice. Et le troisième, très important, le tableau des flux de trésorerie. Celui-là, les documents insistent pas mal dessus. Pourquoi il est si spécial? Parce qu'il suit l'argent, le vrai argent qui entre et qui sort. Le bénéfice net, parfois, il peut être un peu artificiel. Il y a des règles comptables, des trucs non monétaires. D'accord. Le tableau des flux, lui, il montre le cash qui vient de l'activité normale, le cash qui part dans les investissements, les usines, les machines, et le cash échangé avec les banquiers ou les actionnaires, dettes, dividendes. Ça donne une image très directe de la liquidité. Est-ce que l'entreprise génère vraiment du cash? C'est pour ça que beaucoup de pros le regardent en premier. Ok, le cash est roi, comme on dit. Donc on a ces trois états. Et après, les sources parlent de plein de ratios. On peut vite s'y perdre, non? C'est quoi les ratios vraiment essentiels? C'est vrai, c'est une jungle. Mais on peut regrouper. L'idée, c'est pas de tout calculer, mais de comprendre les plus importants cités dans nos sources. D'abord, la rentabilité. Est-ce que l'entreprise gagne bien sa vie avec l'argent investi? Et là, il y a un ratio qui est souvent mis en avant, le ROIC. ROIC, Return on Invested Capital. Qu'est-ce qu'il mesure précisément? Et pourquoi il est si pertinent? Alors, le ROIC, il mesure le rendement que l'entreprise tire de tout le capital qu'elle utilise, que ça vienne des actionnaires ou des banquiers. Donc, capitaux propres et dettes. C'est ça. En gros, pour un euro investi dans l'affaire, combien de centimes de résultats opérationnels elle génère? Et ce qui est crucial, c'est de comparer ce ROIC au coût de cet argent, le WACC, ou CMPC en français. Le coût moyen pondéré du capital. Le taux minimum que les investisseurs attendent. C'est ça. Exactement. Si le ROIC est plus grand que le WACC, l'entreprise crée de la valeur. Sinon, elle en décruit, même si elle fait des bénéfices comptables. C'est un indicateur très puissant de la vraie performance économique. Intéressant. ROIC supérieur au WACC. Ça, c'est bon signe. Et pour la solidité, le risque lié aux dettes. Quel est le ratio phare, là? J'ai vu dette capitaux propres, mais aussi un autre. Oui, dette capitaux propres, c'est classique, mais il ne dit pas tout sur la capacité de remboursement. Un ratio très regardé par les pros, d'après nos lectures, c'est dette nette EBEDI. Dette nette sur EBITDA. Alors, dette nette, c'est la dette moins le cash. Oui. Et l'EBITDA, bon, c'est le bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. C'est une sorte d'approximation du cash généré par l'activité avant de payer les financiers et les impôts. D'accord. Et ce ratio dette nette et EBITDA, il dit en combien d'années, en gros, l'entreprise pourrait rembourser sa dette nette avec ses profits bruts d'exploitation. C'est très direct comme mesure de la capacité de remboursement. Et il y a un seuil magique. Les sources disent souvent qu'en dessous de 3, c'est plutôt sain. Mais attention, hein, ça dépend énormément du secteur. Une boîte d'autoroute avec des revenus hyper stables peut avoir plus de dettes qu'une start-up techno. Faut toujours comparer et contextualiser. Bien sûr, contexte, contexte. Donc, rentabilité avec le ROIC, solvabilité avec dette nette et EBITDA. Et le cash, on y revient toujours. L'indicateur roi, ici, c'est le Free Cash Flow, FCF, flux de trésorerie disponible. Celui-là, on en entend beaucoup parler. C'est normal, c'est le cash qui reste vraiment dans les caisses après avoir payé toutes les dépenses pour faire tourner la boutique et les investissements nécessaires pour maintenir l'outil de production et grandir un peu, le CAPEX. C'est l'argent libre, quoi. Exactement. C'est avec ça qu'on peut rembourser la dette, payer des dividendes, racheter des actions, faire des acquisitions. C'est le nerf de la guerre. Un FCF positif et qui augmente, c'est un super signe de qualité. Et on peut en faire un ratio de ce FCF? Oui, on calcule souvent le FCF yield, le rendement du FCF. C'est le FCF par action divisé par le cours de l'action, ou le FCF total sur la capitalisation boursière. Ça donne une idée du rendement cash par rapport au prix de l'action. C'est ça. Plusieurs sources disent qu'un FCF yield au-dessus de 5%, ça commence à être pas mal. Ça montre que l'entreprise génère pas mal de cash par rapport à ce qu'elle coûte en bourse. Ok, donc si je résume cette partie chiffres, on check si l'entreprise crée de la valeur, ROIC
WAC, si elle peut rembourser ses dettes, dette nette EBITDA 3 en gros, et si elle génère du cash libre, FCF positif et FCF yield descend. C'est déjà plus ciblé que de se noyer dans 50 ratios. Exactement. Mieux vaut maîtriser ces quelques indicateurs clés et surtout comprendre ce qu'ils veulent dire pour cette entreprise précise, dans son secteur, plutôt que de faire du chiffre pour faire du chiffre. Parfait. On a donc vu la qualité de l'entreprise d'un côté, sa performance financière de l'autre, mais une super boîte, ça ne fait pas forcément un bon investissement. Si, il y a la question du prix. C'est le point suivant, absolument crucial, qui ressort des documents. L'évaluation. Une entreprise magnifique, mais achetée beaucoup trop cher, peut être un très mauvais placement. C'est le principe de la marge de sécurité. Graham, Buffett, acheter moins cher que ce que ça vaut, pour se protéger. C'est ça, acheter avec une décote par rapport à la valeur qu'on estime. Ça laisse une marge en cas d'erreur d'analyse ou de mauvaise surprise. Et comment on juge si le prix est bon? Cher, pas cher? C'est quoi les outils d'évaluation mis en avant? Il y a deux grandes familles en gros. Les comparaisons, basées sur des ratios, et les méthodes intrinsèques, qui essayent d'estimer la valeur absolue. Pour les ratios, le plus connu, c'est le PER. Le price to earnings, cours sur bénéfice. Voilà. Il compare le prix de l'action au bénéfice. Mais on entend souvent que le PER tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vrai. Un PER élevé, ça peut être justifié par une forte croissance attendue, ou ça peut être juste que c'est trop cher. Il faut toujours comparer à l'historique de la boîte, aux concurrents, à la moyenne du secteur. Pour affiner, il y a le PEG, PER divisé par la croissance attendue. Si c'est sous 1, ça suggère que le prix est peut-être raisonnable par rapport à la croissance. Mais bon, un ratio que les pros semblent vraiment préférer, d'après ce qu'on lit, c'est le EBITDA. EV/EBITDA. Encore lui. EV, c'est la valeur d'entreprise, c'est ça? Oui, Enterprise Value. En gros, la capitalisation boursière plus la dette nette. L'avantage de comparer cet EV à l'EBITDA plutôt que le cours au bénéfice, comme le PER, c'est que ça neutralise un peu les différences de structure financière, combien de dettes et les choix d'amortissement. Ah d'accord, ça rend les comparaisons plus justes. Oui, c'est l'idée. Surtout pour comparer des entreprises du même secteur. C'est très utilisé pour voir si une boîte est chère ou pas chère par rapport à ses voisines. OK pour les ratios comparatifs. Et l'autre approche, estimer la valeur intrinsèque. Comment on fait ça? Les sources parlent beaucoup du DCF. Oui, le DCF, Discounted Cash Flow, actualisation des flux de trésorerie futurs. C'est souvent vu comme la méthode la plus aboutie, la méthode reine pour l'évaluation intrinsèque. Comment ça marche? En simple. L'idée, c'est d'essayer de prévoir les Free Cash Flows, FCF, que l'entreprise va générer dans les 5-10 ans à venir, et ensuite de ramener la valeur de ces flux futurs à aujourd'hui, parce qu'un euro demain vaut moins qu'un euro aujourd'hui à cause du risque et du temps. On les actualise? C'est ça. On utilise un taux d'actualisation, souvent le WACC, qui reflète ce risque. On additionne tous ces flux actualisés et ça donne une estimation de la valeur de l'entreprise aujourd'hui. Ça a l'air puissant, mais aussi très dépendant des prévisions qu'on fait, non? Si on se trompe sur la croissance future... Exactement. C'est la grande force et la grande faiblesse du DCF. C'est intellectuellement solide, mais le résultat final est hyper sensible aux hypothèses qu'on prend. Le taux de croissance des FCF, combien de temps il va durer, le taux d'actualisation. Un petit changement et la valeur estimée peut varier énormément. D'accord. Faut pas le prendre comme une science exacte. Pas du tout. Les pros l'utilisent avec beaucoup de prudence. Ils font ce qu'on appelle des analyses de sensibilité. Ils testent différents scénarios, optimistes, pessimistes, et surtout, ils ne se fient jamais que au DCF. Ils le croisent avec les autres méthodes, les comparables, EV/EBITDA, PER, parfois la valeur des actifs. On comprend mieux. C'est tout un processus, en fait. Si on essaye de résumer la démarche type d'un pro, d'après les documents, ça commence par un tri un peu large sur des critères chiffrés, le screening. Oui, pour dégrossir. Puis on plonge dans le détail, lecture des rapports annuels sur 5-10 ans, comprendre l'histoire, la due diligence. C'est ça, la recherche approfondie. Ensuite, on construit des modèles pour essayer d'estimer une valeur, DCF, multiples. On teste la robustesse de tout ça, sensibilité. Et on compare toujours avec les autres, benchmark. C'est un peu ça le chemin. C'est une excellente synthèse du processus qui est décrit, oui. Et les sources insistent aussi sur l'importance de repérer les drapeaux rouges, les signaux d'alarme. Ah oui, effectivement. Comme quoi, par exemple?
Bien, des marges qui baissent régulièrement, des créances clients qui explosent, une valse des dirigeants, des changements bizarres de règles comptables ou d'auditeurs, une dette qui monte sans projet clair derrière, des objectifs annoncés qui sont systématiquement manqués. Tout ça, ça doit alerter. Il faut avoir l'œil partout, en fait. Être un peu détective qualitatif, analyse quantitatif rigoureux, et puis aussi garder la tête froide sur le prix et l'incertitude. C'est exactement ça. La clé, c'est vraiment cette combinaison 1. Comprendre le business, l'avantage concurrentiel, le management, le qualitatif. 2. Vérifier que ça tient la route financièrement via les chiffres clés, le quantitatif, surtout le ROIC, la dette EBITDA et le FCF. Et enfin, seulement à la fin, évaluer si le prix demandé par le marché est intéressant par rapport à la valeur qu'on a estimée avec une marge de sécurité. Et comme le disent bien les documents, ça demande de la discipline et de la patience. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est beaucoup plus clair maintenant. On est passé d'une espèce de boîte noire un peu magique à une démarche qui est structurée, exigeante, oui, mais logique. L'essentiel à retenir, c'est peut-être ça. Il faut vraiment regarder sous le capot, combiner la compréhension du métier et l'analyse de quelques chiffres clés bien choisis pour se faire sa propre idée de la valeur, avant de se laisser emporter par le cours de bourse du jour. Puis qu'a fait. Et juste pour ouvrir une dernière porte, une réflexion qui m'est venue en lisant une mention rapide des risques ESG dans nos sources. Maintenant qu'on a vu ce cadre d'analyse, disons, assez classique, une question se pose de plus en plus aujourd'hui. Comment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG, comment est-ce qu'ils s'intègrent là-dedans? Est-ce que c'est juste un filtre de risque en plus ou est-ce que ça change carrément la façon d'évaluer la performance et la valeur d'une entreprise sur le long terme? Excellente question pour terminer. Ça montre que même ces méthodes pro ne sont pas figées. Elles évoluent avec le monde. De quoi réfléchir. En tout cas, un grand merci pour cet éclairage. C'était vraiment passionnant. Et merci à tous pour votre écoute. C'est la fin de notre discussion approfondie pour aujourd'hui.